Mosaïque. Haimesh, Refusnik, La Lot, Trops, Yaïn, Utopia, Mosaïque, Café, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Utopia, Kibbutz, Café, Yain. Aujourd'hui, nous allons parler du vin, et notamment du vin israélien, avec Mireille Israël-Lang. Bonjour Mireille. Bonjour Camille. Après avoir enseigné l'histoire-géographie pendant plus de 30 ans, vous avez repris vos études à la Sorbonne pour faire un master dédié aux Food Studies. C'était la première formation dédiée à ce sujet en France à l'époque. Vous êtes aujourd'hui membre associé du réseau international de la chaire UNESCO Culture et Tradition du vin, et vous donnez des conférences ouvertes à tout public sur le vin israélien et pourquoi il est considéré comme un vin du Nouveau Monde. Première question, qu'est-ce que le vin israélien ? Et pourquoi peut-on dire que le vin israélien est passé d'un vin de messe à un des vins les plus réputés de la Méditerranée ? Alors je ne vais pas refaire le cours du vin de la Bible, mais chacun sait qu'effectivement, dans la région, on a en fait eu beaucoup de vin très tôt. On disait même qu'il y avait plus de vin que d'eau, que le vin coulait comme des fleuves. Et à tous les épisodes bibliques ou autres, on voit l'importance du vin. On va dire que le vin de la Bible, c'est le vin de la région, au sens large du terme, de tout le Proche-Orient. Et on n'a pas besoin de faire une hiérarchie des pays concernés, mais le vin israélien, purement dit, c'est le vin postérieur à la naissance de l'État d'Israël, même si ça semble un peu basique de le dire, mais c'est quand même ça. Sachant qu'il y avait un présupposé, puisque au tournant du siècle, un Français, dont tout le monde a déjà entendu parler, Lafite, du vin de Bordeaux, terriblement intéressé par la question sioniste, entre guillemets, a décidé en fait de planter des vignes pour occuper les immigrants des pays de l'Est qui avaient été très souvent agriculteurs, qui sont partis en raison des pogroms dans la région de l'Est et qui ont recommencé pour une première fois véritablement la culture de la vigne. Au tournant du XXe siècle, ça a donné des résultats, mais pas forcément de qualité, mais ça a donné des résultats qui progressivement ont montré l'importance de ce renouveau du vin, mais ça a été stoppé par la géopolitique des années 30 et stoppé définitivement dans les années 50 parce que la famille de Lafite ne s'y intéressait plus. La famille de Lafite élargie, puisqu'en fait, c'est les Rothschild qui avaient repris plus ou moins le flambeau. Donc on arrive dans les années 50 où existe un vin d'Israël, en tous les cas appelé comme ça pour les gens concernés par la communauté juive dans le monde entier. Et mon exemple, je peux juste le donner pour la France. Qu'est-ce que c'était que ce vin ? C'était un vin qui avait tout d'un vin de messe. C'est-à-dire que c'était un vin sirupeux qui servait non seulement aux familles juives, mais à tout le christianisme aussi. Maintenant, pour les familles juives, c'était une bouteille de vin pour les célébrations, essentiellement du vendredi soir, samedi pour le kiddush et pour les fêtes. Ce qui a changé véritablement, ce sont les années 80. On pourrait déjà dire 1960 parce qu'en Israël, on a inventé quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait connu, mais qui était complètement nouveau. À partir de 1962, il y a une société qui s'est vraiment tournée vers ce que pouvait devenir l'irrigation. Et à partir du moment où on a le moyen de l'irrigation, en gros, on peut faire n'importe quelle culture partout, dont la culture du vin. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites parce que dans ces années-là, progressivement, les Israéliens s'y sont intéressés, ont étudié ça de façon plus scientifique, souvent en dehors du pays,
en allant en France, en Italie. Il y a quand même eu quelque chose d'intéressant, c'est que l'Institut du vin israélien, qui existe toujours, est né en 1957. Il a fallu aussi que les Israéliens arrivent en Israël, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus d'ailleurs dans ces années-là, dans les années 60, s'y intéressent. Et une raison de s'y intéresser, elles sont extrêmement variées. Et progressivement, en fait, réfléchissent à ce que pouvait devenir le vin israélien en Israël. Ce vin qui se développe, donc, comme vous le dites, avec des années 80, c'est pour exporter? C'est pour avoir une spécificité déjà, pour commencer. Mais votre question est tout à fait juste, puisqu'en fait, le public israélien buvait ou boit encore maintenant très peu. Plus le public est religieux, moins il boit, sauf au moment des fêtes et sauf le Shabbat. Mais le moment des fêtes, on est là dans la période la plus intéressante, parce que dans quelques jours, il y a Purim, dans quelques semaines, il y a Pessah, et ce sont les deux fêtes où même les juifs religieux avaient l'habitude de boire. À partir du moment où il a été plus ou moins reconnu comme vin du Nouveau Monde, entre autres grâce à un travail d'un journaliste spécialiste du vin, Parker, qui a commencé à encenser, entre guillemets, certains viticulteurs plus que certains vins, les Israéliens ont eu l'intelligence de se jeter au vin, on ne peut pas dire se jeter à l'eau, mais c'est quand même ça, et d'essayer de montrer leur vin à l'extérieur. Ça va? איפה פאלי? טפרברג. טפרברג 1870, יין ממשפחה טובה. 1852, זו הייתה ההתחלה. משפחת טפרברג מתחילה לייצר משקאות חריפים. 1870, רב זאב, זיידה טפרברג, מצטרף אל אביו. Pourquoi le vin israélien est considéré ou appelé vin du Nouveau Monde et comment ce vin se place dans la mondialisation aujourd'hui? Oui, alors il y a eu différentes étapes. D'abord, il a fallu le faire connaître et expliquer que ce n'était pas forcément le vin de la Bible. Et une partie de mon travail porte sur une révolution à laquelle je tiens beaucoup, c'est la révolution de la qualité. Parce que à partir du moment où ils ont été encouragés, ils se sont vraiment mis à réfléchir à ce qui n'allait pas, à réfléchir comment ils pouvaient se différencier d'un vin de messe, justement. Et le premier élément qui a été mis en évidence, c'est un évident lié à l'espace. Il fallait monter les vignes, c'est-à-dire monter le vignoble en altitude. Et ça a été la première diversification géographique très importante, puisqu'au démarrage, il n'y avait du vin que dans les collines de Judée, et qu'au fur et à mesure, il est arrivé dans le Golan. Je rappelle que ça va jusqu'à 1100 mètres, et que donc il a été changé en fait de caractéristiques. Il était infiniment moins caramel, moins sucré, ce qui a fait penser à d'autres, pas forcément aux Israéliens, que ça pouvait être assimilé à d'autres vins du monde, et lesquels, les vins méditerranéens dans leur ensemble. C'est comme ça qu'on a commencé à parler vin du Nouveau Monde. En plus, c'est une appellation très pratique, parce que c'est peut-être plus facile de dire qu'on a à sa carte ou on a dans son échoppe du vin du Nouveau Monde ou du vin méditerranéen, qu'évoquer le vin israélien. C'est pas facile partout. L'énorme avantage que les vins du Nouveau Monde ont développé partout, c'est la question du coût. Ces vins ont été tout de suite beaucoup moins chers. Et c'est ce qui coûte beaucoup d'argent aujourd'hui justement à des régions comme Bordeaux ou la Bourgogne où les vins sont beaucoup trop chers. Donc ce vin du Nouveau Monde, voilà, englober le vin israélien, ça a été considéré comme quelque chose de bien par ceux qui voulaient justement s'intéresser à l'exportation. Je ne dis pas que les viticulteurs les plus religieux soient tellement intéressés par ça. Et puis, pour être franchement tout à fait honnête, je dirais quand même qu'il ne faut pas oublier les 30% de vins israéliens qui ne sont pas cachers. La proportion vin cachère et vin non cachère, puisque vous m'aviez dit que vous étiez surprise en arrivant en Israël. Non, alors moi, j'ai tout appris, donc je ne savais même pas qu'un vin produit en Israël n'était pas cachère. Donc après, j'ai appris que tout le processus de la cacheroute était aussi compliqué pour un viticulteur que pour un boulanger en Israël. Il fallait qu'elle devienne cachère. Il y a quand même au moins 30% de vins israéliens non cachers qui intéressent beaucoup de gens, parce que lorsqu'on parle des gens qui visitent Israël, il faut penser aux pèlerins qui en ont absolument rien à faire que le vin soit cachère ou pas. Et aussi, même tous les juifs du monde entier ne sont pas forcément accros complètement à la cacheroute. Et là, on voit une différence entre Tel Aviv et Jérusalem. Et ça, pour l'exportation du vin, est-ce que c'est un enjeu que le vin soit cachère ou pas? Oui, parce que, en tout cas pour l'Amérique,
il faut que le vin soit cachère. Je crois que les Israéliens jouent sous les deux tableaux. Parce que si vous allez à la cave magnifique de l'aéroport de Lod, de l'aéroport de Tel Aviv, vous apercevez qu'il faut chercher pour voir quel est le vin cachère ou pas. Donc c'est toujours pareil, les gens religieux, ils vont regarder ça en premier, mais est-ce que la proportion de gens religieux est tellement importante? J'en suis pas tout à fait convaincue. Vous nous avez donné déjà un peu des éléments où se trouvent les vignes en Israël. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de la cartographie? C'est très facile. Aujourd'hui, le vin s'étire du nord au sud, et je le présente comme ça parce qu'en fait, il était beaucoup plus développé dans le nord pendant longtemps. Et maintenant, au sud de Beersheba, vous trouvez beaucoup en fait d'entreprises vinicoles. Alors, j'ai visité vraiment les régions au sud de Mitzpe Ramon, c'est-à-dire Mitzpe Ramon, c'est à 1h15 de Beersheba et à 1h30 ou 1h15 aussi de Eilat. Oui, c'est déjà le sud d'Israël, voilà. C'est déjà la frontière avec le désert. Voilà, et alors ça, c'est assez incroyable, hein, parce que c'est pas tellement l'entreprise vitivinicole qui m'impressionne, mais c'est la notion que moi j'aime beaucoup développer, la notion de l'œnotourisme, c'est-à-dire le tourisme autour du vin. Et ça, c'est quelque chose qui date d'une grosse dizaine d'années, pas tellement plus. Et ça consiste en quoi alors, cet œnotourisme? Oui, alors c'est essentiellement une partie d'un séjour touristique qui va être tournée autour de la découverte et du goût du vin israélien. Et en même temps que c'est constitué une petite route des vins, enfin moi je dis petite parce que je suis alsacienne et que c'est la plus grosse route qui existe, mais enfin une route des vins, il y a surtout eu des essais d'hôtels, et particulièrement 2 hôtels qui se sont spécialisés dans le vin, mais pas n'importe comment, dont celui qui marche le mieux, qui est un des palaces d'Isrotel, la grande compagnie des hôtels en Israël, qui a pris modèle sur Bordeaux. Et alors vraiment, ils font tout un séjour axé sur le vin. Toutes les activités à l'intérieur de l'hôtel, même les repas, puisqu'il y a toujours accord mets et vin, mais tout ce qu'on peut faire, c'est orienter autour du vin. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque nous y avons été passés 2 jours, il y avait essentiellement des Russes fortunés. Pourquoi je dis fortunés? Parce qu'ils buvaient toute la journée. Et des Américains, etc. Et ça, c'est une façon de montrer le vin à des touristes qui découvrent. Oui, et de pays qui ne sont pas non plus connus pour leur culture du vin. Non, mais par contre, ils boivent. Non, mais c'est ça le problème. C'est parce que l'Israélien moyen, jusqu'à quelques années, buvait très peu. Oui. Et c'est une forme aussi de diplomatie gastronomique de la part d'Israël. Tout à fait. Je veux dire, cet œnotourisme, c'est de la diplogastronomie, tout à fait. La réussite doit passer par l'intérêt des Israéliens eux-mêmes pour le vin. Concernant aussi les vignobles, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 noms de vignobles connus en Israël? Moi, je citerai le domaine du Castel parce que c'est celui qui m'a le plus aidé dans mon travail. Celui qui a lancé ça était d'abord est venu d'Alexandrie et de Genève, etc. Et avait monté une pizzeria qui marchait fort bien jusqu'aux premiers attentats. Et en même temps, il faisait du vin de copain. Alors, il s'est dit que de toute façon, le restaurant, il n'avait pas envie de le délocaliser dans Jérusalem. Il a beaucoup réfléchi à la question du vin. Et finalement, ça a été un des premiers, en fait, à se lancer familialement, parce que j'insiste toujours là-dessus, à se lancer dans le vin. Et puis, il n'a pas été seul. Il y a quand même 5 caves qui représentent 80% du marché. Donc les 20% qui restent ou qui sont, je ne sais pas dans 10 ans, si je refais cette étude dans 10 ans, ce qu'il en sera, mais on est quand même aux alentours de 300 caves, ce qui est énorme par rapport à la taille du pays. Beaucoup ont été lancés comme des startups, en faisant appel à des œnologues de renom, y compris de Bordeaux, en ayant envoyé les enfants faire des études dans les universités vitivinicoles, ça a beaucoup joué. Et en ne lésinant pas, en fait, sur ce que coûtait la mise en route d'une entreprise. Peut-être qu'on peut terminer l'entretien sur la question des mets et du vin. Est-ce que ça veut dire que le vin s'adapte aussi à la gastronomie israélienne, qui est une gastronomie de plus en plus réputée et reconnue? Et justement très méditerranéenne. C'est pour ça que de ce côté-là, c'est assez facile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Israël, on a même essayé de faire des accords vin et fête. Et j'ai vraiment des articles en tête où, par exemple, pour Pessah, certains ont sorti un vin par plat ou à peu près, en plus des 4 coupes qu'on est censé boire. Bon, ça, moi, je trouve que c'est poussé à l'extrême, mais c'est intéressant de voir que ça a intéressé. Il y a un dictionnaire des termes du vin qui est sorti.
Tout ça, c'était donc il y a quelques années, une petite dizaine d'années. Est-ce que vous pensez que le vin va continuer à accompagner la cuisine israélienne au même niveau que la cuisine gastronomique qu'on peut retrouver maintenant à l'étranger? Ce serait assez facile parce que savoir ce que c'est que la cuisine israélienne, c'est pas tellement évident puisque j'ai fait un gros travail là-dessus. Et je dis toujours que si vous allez vous balader dans le Marais à Paris, vous posez la question à l'heure actuelle de la cuisine israélienne, tout le monde vous répond, hein, toute confession confondue. Mais vous allez à Tel Aviv ou à Jérusalem, vous posez la question et on vous dit, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai vraiment testé, attends, je réfléchis, je sais pas exactement. C'est une cuisine fusion, faut le reconnaître. Alors certains ont su très bien s'en servir, comme Otto Lengi par exemple, mais ce qui reste dans la tête des gens, c'est la notion de cuisine méditerranéenne. Et donc, c'est pas forcément des vins auxquels on penserait, mais en Israël comme ailleurs, il y a un énorme progrès du vin rosé. Et ça, c'est lié à des buveurs, entre guillemets, pas vieux, pas comme moi, par exemple. Parce que nous, on a un souvenir du rosé pas bon. Et à l'heure actuelle, c'est extrêmement porté partout. Et les Israéliens ont fort bien compris la chose. Oui, mais j'étais surprise la dernière fois que j'étais en Israël, dans le domaine de Latroun, par exemple, au monastère de Latroun, avec un vin rosé dans un packaging rose, enfin voilà, extrêmement marqué. Latroun, qui est un monastère de moines trappistes. C'est évident, c'est en ça que je trouve assez génial, mais je ne suis pas du tout objective. En fait, leur façon de se saisir de la période, moi j'aime beaucoup ça. Chaque fois que j'emmène des amis israéliens, ils sont sciés. Ils ne s'attendent pas à ce que ça soit ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va quand même perdurer. La question de l'œnotourisme, je pense que c'est gagné. Le Chaim, c'est le fait que la vie, c'est le plus important. Buvons ce soir, mes amis, au temps qui passe. La vie est fragile comme ce verre que je casse. Si le bonheur s'enfuit sans laisser de traces, marquons ce jour béni au rouge qui tache. Pour cette seconde partie d'entretien consacrée au vin israélien, je retrouve Daniel Monterescu, qui est professeur d'anthropologie urbaine et d'études alimentaires au département de sociologie et d'anthropologie sociale à l'Université d'Europe centrale de Vienne. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous étudiez l'histoire des régions viticoles frontalières en Israël et en Palestine, en Hongrie, en Slovaquie, en Autriche et en Italie. Et vous étudiez ces régions à travers les concepts de terroir et de territoire. Vous êtes également beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la politicisation de la notion de terroir en Israël et comment cette notion a participé à la construction de l'identité nationale israélienne. Peut-être pour commencer, on va pouvoir discuter de ces concepts qui sont centraux dans votre travail et tout simplement commencer par nous dire qu'est-ce que le terroir ? Si le terroir est une invention française, le concept s'élargit aujourd'hui à un discours mondial d'authenticité appliqué à toutes sortes de produits et de revendications politiques, économiques et même ethniques. Le terroir soutient le processus de patrimonialisation du goût et qui s'institutionnalise en 1935 avec le système des appellations d'origine contrôlée, le fameux AOC, au nom d'une politique de qualité, avant de devenir, vers la fin du XXe siècle, une expression à la mode pour vanter l'authenticité de produits locaux. Alors, l'engouement de notre époque pour le terroir reflète le paradoxe d'une tendance mondialisée au local. Et d'une part, le terroir est un moyen discret de rétablir le protectionnisme étatique et de soutenir les secteurs agricoles et viticoles. Et d'autre part, il est devenu un marqueur d'identité dans des contextes radicalement différents. Le hummus et le falafel en Israël et Palestine qui devient un problème politique, un débat sur l'appropriation culturelle. Quand on voit Sarah Netanyahu avec du knafé, avec du falafel, ça devient vraiment un outil politique. Étymologiquement, le mot terroir est un doublant historique du mot territoire pour désigner un domaine cultivable. Les concepts sont liés, mais ils évoluent selon des histoires culturelles divergentes. Le premier mystifie les caractéristiques d'un lieu géographique, alors que le second, territoire, confère au sol une signification politique, des frontières à défendre et un droit collectif. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle se décline cette notion en Israël et me reprendre si je le dis mal, mais ce qu'on peut traduire par Mekomit ?
Alors le local, c'est la traduction du Mekomi, est une passion assez récente en effet, et en Israël, pour chercher une identité collective à travers l'alimentation. Alors le vigneron qui maintenant cherche les cépages autochtones, les cépages indigènes, les chefs qui reviennent aux recettes de la grand-mère. Et c'est un champ, en effet, très ethnique. Et dans le domaine des vins, c'est toujours politisé. Et alors, on constate que les établissements vinicoles de la Cisjordanie se réfèrent à un imaginaire biblique ou méditerranéen, alléguant un patrimoine ancestral et déterritorialisé qui efface les frontières politiques. Ce flou comme gomme le terroir, le territoire, et au profit d'un imaginaire du terroir qui normalise l'occupation. Il y a 2 ans, le vignoble Psagot est situé dans une colonie juive de Cisjordanie et a produit une cuvée spéciale, Pompeo Wine, en l'honneur du secrétaire d'État américain Mike Pompeo et en gage de gratitude envers l'administration Trump après la publication d'une proclamation de la légalité de la position d'Israël en Judée et Samarie. La mythologie du terroir est un outil politique sans pareil. Et ça matérialise, et ça localise les relations de pouvoir par-delà les frontières nationales. Est-ce que cette stratégie, c'est ce que vous expliquez, qu'une grande partie des vins israéliens s'identifient par cépage également, plutôt que par terroir régional ? Ça, c'est une tendance du Nouveau Monde. Cette tendance du Nouveau Monde est une tendance qui n'est pas basée sur les principes du terroir. Et c'est plutôt basé sur un imaginaire qui s'émancipe le plus possible, s'émancipe par leur technique de production, par la science, par l'œnologie, et comme par les discours qui les accompagnent. En effet, le Nouveau Monde, qui correspond à l'Amérique, Nouvelle-Zélande, l'Australie, et on pourrait dire aussi qu'Israël, et ça fait partie en effet du Nouveau Monde, et c'est toujours lié historiquement à une stratégie qui s'appuie sur l'imaginaire d'une nature vierge. C'est une nature qu'il faut domestiquer. Israël offre une gamme et une qualité de vins parmi les meilleurs de la Méditerranée orientale. Les cartes officielles de ces vins comprennent les territoires occupés, et cet équivoque s'associe à la stratégie des vins du Nouveau Monde, identifiant les vins par cépage plutôt que par territoire et régional. Le projet viticole devient un outil politique d'expansion. Et là, ça nous renvoie aux relations profondes entre culture et nature. Et quand j'ai commencé mon projet ethnographique et historique sur les régions frontalières, alors j'ai choisi des régions qui sont historiquement importantes, par exemple le Tokaj entre la Slovaquie et la Hongrie, et l'Algérie sous la colonisation française, et Israël-Palestine bien sûr, mais aussi des régions frontalières comme le Collio entre l'Italie et la Slovénie, Alsace-Lorraine peut-être. Et en effet, la frontière pour moi c'est une question philosophique. Et bien sûr, une question anthropologique, comment comprendre les relations transfrontalières entre Israéliens, Palestiniens, Hongrois et Slovaques, entre les Algériens et les Français, et à travers l'histoire du vin, qui est en effet un fait social total. A Gläserle L'chaim, es schadet nicht nehmen heint, wenn man sitzt bei a jontiv dicken Tisch. A Gläserle L'chaim, fahr Freundschaften, fahr Freund,
Man soll ständig nur munter sein und frei. Qu'est-ce qu'un cépage autochtone? C'est une fabrication, bien sûr, parce que ça veut dire quoi exactement l'autochtonie? Mais quand on parle des cépages autochtones, bien sûr, même le merlot est un cépage autochtone à la France, mais un cépage qui a été mondialisé et maintenant fait partie du Nouveau Monde et un peu partout. Déjà, l'idée d'un vin autochtone ou d'un vin indigène est une fabrication. Et d'ailleurs, là, on constate que le langage autochtone, indigène, c'est un langage qui s'applique aussi dans la politique identitaire. Mais dans le monde scientifique, dans le monde œnologique, un cépage autochtone est un cépage qui s'adapte dans un environnement, dans une géologie spécifique. Et aujourd'hui aussi, grâce à l'émergence de ce discours mondialisé du terroir, représente aussi une singularité. Et aujourd'hui, le monde commercial est basé sur la logique de la singularité. Une singularité culturelle ou une singularité gustative qui est transformée en une singularité économique. Et pour les Palestiniens, comme pour les Israéliens, les cépages autochtones reflètent un potentiel de marketing, mais aussi un potentiel identitaire, de chercher le cépage qui représente mieux une histoire, qui représente mieux un patrimoine agricole. Depuis quand apparaissent les food studies? Est-ce que c'est un domaine de recherche assez récent? Enfin, en tout cas, pris sous un prisme un peu intersectionnel, anthropologique, sociologique, philosophique, politique. C'est assez récent, et spécialement en anthropologie. On pourra citer Sidney Mintz et son livre sur sucre et colonialisme, The Power of Sweetness. Et maintenant, c'est un champ émergent en France et ailleurs, parce que les anthropologues et les sociologues ont compris que l'alimentation vraiment fait partie de notre culture et qu'on ne peut pas trivialiser les restaurants et que vraiment il faut comprendre comment les gens mangent et comment ils pensent, et comme disait Lévi-Strauss sur l'alimentation. Mais dans des pays comme Israël, l'alimentation aussi est un projet social, parce qu'il n'y a pas encore une communauté intégrée. C'est toujours une société en crise, c'est toujours une société d'immigrants, c'est toujours une société en permanente redéfinition. Et c'est pour nous, une opportunité de comprendre, par exemple, même les relations interethniques. Alors même dans la communauté juive, entre les Mizrahim et Ashkenazim, comprendre pourquoi la cuisine ashkénazie disparaît et pourquoi la gastronomie mizrahi et maghrébienne émerge et maintenant devient représentative de ce qu'est la cuisine israélienne, même si elle se veut fusion. La nouvelle vague de la gastronomie israélienne qui réussit à travers le monde. À Paris, il y a un restaurant étoilé, et Londres, New York, un peu partout. Cette nouvelle cuisine est basée en effet sur l'orientalisation de la gastronomie israélienne et qui efface toute une tradition ashkénazie pour promouvoir une idée de l'Israël comme culture authentique, dynamique, jeune. Et là, le gefilte fish et les poissons farcis ne sont pas à la mode, c'est gris. Pourquoi, selon vous, l'alimentation constitue un outil d'influence aussi fort? Alors, comme je disais, il s'agit d'une culture matérielle incarnée. Ça devient très important dans un projet politique national, comme en France. C'est pour ça un peu que le projet centralisé de l'État français soutient une gastronomie nationale. Ça devient encore plus dramatique dans les zones frontalières, dans les zones de guerre, et comme au Moyen-Orient. Parce que l'identité elle-même, l'identité nationale, l'identité collective est toujours menacée. Et pour solidifier
Et cette identité, l'alimentation est mobilisée. Ça s'applique très dramatiquement en Israël et Palestine. Heimish, Refusnik, Laalot, Hops, Utopia, Kibbutz, Café, Gaïn,